mesdames, bonsoir, messieurs, sur ce plateau pour la énième fois, je reçois le professeur Obenga, que vous connaissez très bien, égyptologue, historien, linguiste. C'est un savant africain qui a beaucoup travaillé avec Cheikh Anta Diop. Et il est venu à Kinshasa pour baptiser le livre qui a été écrit par les Congolais sur la sur le complot de la banganisation de l'implosion du Congo. Donc avec Prof, on va aujourd'hui parler de la Renaissance africaine. Vous savez très bien que l'Afrique est presque malade. Depuis qu'on a commencé avec nos indépendances, rien ne tourne. Et aujourd'hui, c'est pire qu'avant. Les élites africaines, de manière générale, n'ont pas encore produit quelque chose qui peut orienter l'Afrique vers les grands ensembles, vers le développement, parce que nous sommes dans un monde qui change à tout moment. Il faut que l'Afrique parvienne à s'imposer. Et pour cela, il faut la Renaissance. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Professeur, pour ceux qui nous suivent, est-ce qu'on peut avoir au moins une idée de ce qu'on appelle la Renaissance africaine? Merci beaucoup pour cette émission. Je voudrais saluer tous les amis, tous les collègues de Kinshasa et leur dire toutes mes civilités. La Renaissance africaine, qu'est-ce qu'on entend par là? D'abord, le mot Renaissance. Renaissance veut dire renaître à la vie. C'est ça que ça veut dire. On renaît à la vie. Ce qui suppose qu'on était gravement malade, et convalescent, et on renaît à la vie. Donc il y a un grand malheur qui est arrivé, une grande maladie, des grandes difficultés, une grande souffrance. On en prend conscience et on fait tout pour revenir à la vie normale comme tous les autres êtres humains de la planète. Alors, si on ne prend pas conscience de ce qui est arrivé, hein, qu'on a souffert, qu'on ne veut plus, qu'on est malade, si on ne prend pas conscience de ça, il n'y a pas de renaissance. La renaissance implique donc un dépassement d'une situation de souffrance, de misère, de douleur, de précarité. Mais il faut en prendre conscience. C'est en prenant conscience qu'on se mobilise, et c'est cette mobilisation qu'on appelle la renaissance, pour revenir à la vie. Bon, donc le problème est le suivant. Est-ce que les Africains ont souffert? Si c'est oui, ils n'ont pas souffert dans l'histoire récente des temps modernes, bon, donc vraiment on ne voit pas en quoi il y aurait besoin de renaissance. Mais si on dit que dans l'histoire réelle, concrète des peuples, c'est le peuple qui a le plus souffert pendant 10 siècles, hein, par des agressions de toutes sortes, mais il y a intérêt. Donc un peuple qui a été traumatisé, qui a été aliéné, qui a été malade, qui a été colonisé, esclavagisé, qui a été traité comme des animaux. Donc il doit donc tout faire pour se mobiliser et éviter que le malheur arrive encore. C'est ça qu'on appelle la Renaissance en bref, quoi. C'est ça l'idée de Renaissance. Et tous les grands intellectuels africains, que ce soit dans les diasporas américaines, que ce soit sur le continent, ont voulu justement qu'on dépasse, hein, qu'il y ait ce dépassement. Par exemple, aux Amériques, c'est la Renaissance de Harlem. Hein, c'est des intellectuels, ils se sont mobilisés, et ça a donné des génies comme Louis Armstrong. C'est un gars de Harlem de New York. Et ça a donné des gens comme Duke Ellington. C'est les gars qui étaient à Harlem. Tu vois, et tant d'autres écrivains comme le grand poète noir américain Hugh Langston. Tu vois, ça a mobilisé les énergies, ça a fait la musique, la littérature, ça a donné des grands auteurs, hein, les Richard Wright, etc. Ça a donné de très grands auteurs. Et les autres les ont poursuivis, les James Baldwin, etc., jusqu'à Toni Morrison. Tu vois, ils ont suivi l'esclavage. Ils ont conscientisé ce grand malheur, plus jamais, jusqu'au Civil Rights Movement, c'est-à-dire les mouvements pour les droits humains de Malcolm X, les Black Power de Luther, le pasteur Luther King, les Civil Rights Movement, etc. Donc, jusqu'à l'élection du président Obama, voyez-vous, il y a une renaissance quand même des peuples qui ont souffert. Ça, c'est l'exemple du peuple américain. Mais partout, il y a eu ces mouvements de renaissance aussi. Mais il faut prendre conscience d'abord du malheur. Si on n'a pas une conscience aiguë qu'on a souffert, on ne peut pas faire la renaissance. La renaissance, c'est ce dépassement du malheur, aller vers une nouvelle ère, des temps nouveaux. L'exemple frappant, c'est la renaissance occidentale. Ils ont vécu pendant longtemps au Moyen Âge dans un contexte de là où la foi dominait.
Donc le dogme, donc l'autorité, que ce soit l'autorité politique ou l'autorité ecclésiale, c'est ça qui dominait. Donc même le corps humain, on n'osait pas trop le disséquer parce que c'était le corps, etc., etc. On n'osait pas trop. On doutait même que le sang humain puisse circuler dans le corps humain. Donc le dogme disait non, on ne peut pas faire ces choses-là. L'autorité, il faut obéir à l'autorité. Bon, maintenant, la Renaissance, on dit que le retour à la raison grecque, hein, et donc les Italiens ont commencé, ça s'est répandu en Occident, 14e, 15e, 16e siècle, et la raison a pris place. Et il y a eu des discours nouveaux qui se sont prononcés. Les discours de la méthode, par exemple. La raison, il faut la guider pour faire des investigations dans la nature, pour trouver la vérité scientifique. Donc les discours de la méthode en 1637. Donc au bon milieu du XVIIe siècle, Descartes écrit le discours de la méthode qui oriente jusqu'ici l'Europe et l'humanité, le discours de la méthode. Tu vois, donc un nouveau discours est apparu. Ce n'était pas le discours de la foi ou du dogme ou de l'autorité. Et même l'autorité a été critiquée. Par exemple, le roi n'a plus tous les pouvoirs. Tu vois, c'est le peuple qui est souverain. On sépare les pouvoirs. Le pouvoir législatif est à part, le pouvoir exécutif est aussi à part et le pouvoir judiciaire est aussi à part. Mais ça, c'est des conquêtes de la Renaissance, les conquêtes de la critique, les conquêtes des débats. Parce qu'avant, il n'y a pas le débat et le dogme. Maintenant, il y a le débat, il y a le challenge. Les mandats sont confiés. Avant, c'était le pouvoir, tu le reçois de la grâce divine, tu le gardes du début à la fin. Même avant ta naissance, tu es roi, tu as le pouvoir. Aujourd'hui, non, le pouvoir, c'est le peuple souverain qui le délègue de temps en temps selon des termes, des mandats, et puis, etc. Donc, ça, on a introduit des nouvelles manières de faire. Donc, vous avez les temps médiévaux qui étaient dominés par le dogme, par l'autorité, et vous avez les temps modernes, hein, produits par la Renaissance, qui sont dominés par la raison, hein, par la critique, par le débat. Tu vois. Mais prof, mais il y a un problème parce que quand on parle de Renaissance, il y a des fois on parle de NEPAD. Les peuples africains ont difficile à savoir où se trouve la vérité. On parle de NEPAD, de Renaissance africaine. Oui, ça dit que dans cette période de recherche, en fait, de recherche, il y a plusieurs discours qui ont lieu, qui se manifestent. Bon, il y a des discours parfois qui sont initiés par les Africains eux-mêmes. Bon, d'autres discours sont initiés aussi par les étrangers, parce que si tu renais, tu deviens fort. Bon, dans le combat, tu peux être encore fort dans le ring, voyez-vous. Donc on dit que non, il faut éviter la Renaissance africaine, qu'ils ne reviennent pas à la vie, qu'ils restent ce qu'ils sont, comme ils seront l'exploiter. Donc on a fait des discours comme le NEPAD, comme tant d'autres discours initiés ailleurs, et ça crée des illusions extraordinaires. Les discours des partenariats, des discours de dialogue nord-sud, il n'y a pas que ça. Comment faire le dialogue nord-sud? Le nord qui vous domine et vous allez faire un dialogue de paix avec le nord-sud. C'est un non-sens et ça n'a jamais eu lieu d'ailleurs. Voyez-vous, il y a des discours comme ça pour bloquer la Renaissance. L'un d'eux, c'est le NEPAD qui ne veut rien dire du tout, qui est un frein pour l'Afrique à bien voir, qui est un frein. Il y a beaucoup de freins comme ça, tout en parlant parfois au nom de la Renaissance africaine, mais qui veulent qu'on soit toujours malade, toujours convalescent, toujours chétif, toujours malheureux, précaire. Comme ça, on domine parce que le monde est un rapport de force. Le monde, aujourd'hui, tel que l'humanité marche, c'est un rapport de force. Si tu es pot de terre, comme une céramique en terre, tu es une céramique en fer, quand vous vous rencontrez, le pot de fer détruit le pot de terre. C'est comme ça. Aujourd'hui, c'est ça. Il y a même le président Mao Tse-tung le disait, les États n'ont pas d'amitié, n'ont que des intérêts. C'est ça. Or, les Africains croient que les autres peuples vont défendre les intérêts africains. Voilà la naïveté africaine. Que les autres sont généreux, vont être leurs partenaires. Que les autres sont généreux, même s'ils ont des difficultés, ils n'arrivent pas à faire leur budget, mais ils vont faire les ACP, c'est-à-dire contrôler l'Afrique, le Pacifique et les Caraïbes. Voilà. Mais déjà, eux, ils n'arrivent pas à faire leur budget. Déjà, ils sont déficitaires. Déjà, ils sont dans le chômage absolu. Comment veut-il que ces pays-là peuvent vous aider? Quel est ce discours-là? C'est la naïveté. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça, comme les ACP,
comme le NEPAD, comme le dialogue Nord-Sud, comme tous ces partenariats-là, etc. C'est pour freiner, c'est des discours qui sont contre l'Afrique. Mais l'Afrique, pour le moment, est naïve, etc. Mais Kwame Nkrumah n'aurait pas cru à ça. Jomo Kenyatta n'aurait pas cru à ça. Nyerere n'aurait pas cru à ça. Mandela ne croit pas à ça. Parce que Lumumba n'aurait jamais cru à ça. Parce que ce sont des discours qui nous détournent notre prise de conscience, qui nous détournent de notre propre vie. Tu vois? Jamais Kwame Nkrumah n'aurait su, même pas Ahmed Sékou Touré Baba, ou les Modibo Keïta, ou les Cheikh Anta Diop. Jamais on n'aurait accepté de faire ce genre de discours. Notre discours est l'unité africaine, on n'en parle pas. Notre discours est la solidarité africaine, on n'en parle pas. Je n'ai jamais vu une institution comme la Banque mondiale parler de l'unité africaine, de la solidarité africaine, du développement unitaire des peuples africains. Jamais ce discours. Ça intéresse pas. Mais prof, je pense ça que le problème. Vous venez de parler de l'Europe qui a fait la Renaissance. Il y a quand même des pensées. Et on a vu que durant cette période de Renaissance, les gens ont produit des idées, de nouvelles pensées et qu'on a imposées à l'école. Et aussi, ils ont écrit beaucoup d'ouvrages. Ouais. Mais quand on voit l'Afrique actuelle, il y a le problème de l'enseignement est par terre. On se pose la question, cette Renaissance va passer par où? La plupart des livres qu'on écrit, c'est pour reproduire les discours occidentaux. Ce n'est pas un discours qui est produit à partir de la réalité africaine. Est-ce qu'on ne peut pas dire, parce que beaucoup de gens pensent que la Renaissance, c'est une illusion pour les Africains? Oui, c'est vrai, parce que c'est un combat en réalité. C'est-à-dire que, et supposez, nous on fait la boxe, nous deux. Bon, sur le ring, mais si tu es faible, moi j'ai intérêt à ce que tu sois faible, que je sois toujours gagnant, tu vois. Et je te drogue pour que tu sois faible, ou je me drogue moi-même, oui. Pour que je sois toujours gagnant, je triche. Comme tous qui ont triché dans le cyclisme là. Voilà. C'est la même chose. C'est-à-dire que si l'Afrique prend conscience, si l'Afrique se construit réellement de façon autonome, puissante, devient une puissance, mais l'équilibre du monde occidental est complètement changé. Mais est-ce qu'on peut admettre ça? Est-ce qu'on peut accepter ça, que les nègres qui étaient hier nos colonisés puissent être les maîtres du monde, puissent avoir une voix qu'on peut entendre dans le monde, puissent avoir une opinion sur les affaires du monde? On ne veut pas de ça. Voilà pourquoi on dit que vous n'avez pas d'histoire. Et nous y croyons, donc on n'arrive pas à faire écrire des manuels d'histoire corrects pour qu'on enseigne ça à l'école maternelle, à l'école primaire, au secondaire, à l'université. Il n'y a pas de manuel, on n'a pas écrit les manuels. La littérature, c'est la même chose. Il faut attaquer les chefs d'État, il faut attaquer l'Afrique, il faut attaquer les indépendances. Là, on vous donne des prix d'outre-mer, prix de RFI, des prix comme ça. On fabrique des prix comme ça, les voyageurs, des trucs comme ça. Là. Mais c'est des petites littératures. Ce n'est pas vrai la littérature qui prend son enracinement dans l'Égypte antique. Non, on fait des petites littératures, attaquer la corruption des chefs d'État africains, attaquer la mauvaise gouvernance, attaquer des choses de ce genre-là que les chefs d'État ne valent rien. Et on prime ces genres de littérature. Voilà ce qu'on fait. Tu vois, on détruit par vous-même. On cherche des trucs à l'intérieur pour déstabiliser aussi l'Afrique. Donc on produit, même la géographie n'est pas enseignée. La géographie quand même de l'Afrique centrale, il n'y a pas un manuel. Il n'y a pas un livre qui puisse enseigner les cours d'eau, les reliefs, la forêt, la faune, les hommes, les femmes, les animaux qui habitent, les reliefs, le climat. On n'a rien, les sous-sols, le sol, les mines. Il n'y a pas de livre de géographie physique, de géographie humaine, de géographie rurale, de géographie économique, de climatologie. Et on parle de climat, du climat, du climat et de la forêt. On ne connaît même pas cette forêt-là. Il n'y a pas de manuel. Tu vois? Bon, vous n'avez pas les manuels de la société même. Qu'est-ce que la famille africaine? Qu'est-ce que les polygamies? Comment se compte la sexualité là, etc. Mais demain, on va nous imposer les mariages homosexuels. Demain, on va nous imposer ça. Parce qu'on dira c'est la biologie, c'est la génétique, c'est humain, c'est universel, c'est européen, c'est beau. On va accepter bêtement. Voilà. Donc, cette faiblesse théorique, comme vous dites, cette faiblesse théorique fait que... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Normalement, un État africain doit dégager un crédit pour financer des intellectuels qui ne vont pas au boulot, qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de jeu. Leur travail, c'est de produire intellectuellement. Louis XIV a fait ça. Et ce qui est devenu
vous dites mais la langue de Molière, mais Molière n'a jamais travaillé. Il a eu une bourse du roi pour travailler. Corneille n'a jamais travaillé. Ils ont eu des bourses. Racine n'a jamais travaillé. La Fontaine n'a jamais travaillé. Ils ont eu des bourses de l'État, des bourses du roi pour rester tranquille. Et les Boileau, tout ça, produisaient. Et leur production a fait ce qu'on appelle le classicisme français. Voyez-vous? Donc ça a produit quand même des gens comme La Fontaine, comme Molière, comme Racine, comme Corneille, le théâtre français. C'est ça. Ces gens ont produit. Mais aujourd'hui, tu as les moustiques, tu as le délestage, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de bibliothèque, tu n'as pas d'un truc là, tu ne voyages même pas, tu n'as pas les journaux qui circulent dans le monde, tu n'as pas l'information, tu vas produire quoi? Donc il faut aussi favoriser, et ça c'est le pouvoir qui peut favoriser ça. Il dit voilà, hein, vous avez un travail minimum, mais votre boulot c'est de produire de nouvelles idées de façon indépendante. Si tu ne fais pas ça, tu fais des compromis, tu deviens fonctionnaire à la Banque mondiale, tu deviens fonctionnaire à l'ONU, conseiller, tu deviens au PNUD, tu deviens des choses comme ça là. Tu vois? Donc on achète même, on divertit l'intelligence africaine, va servir encore les systèmes qui oppressent l'Afrique. C'est ça le problème. Tu as déjà vu des gens, les Chinois, faire des choses comme ça. Il faut, parce que le travail intellectuel compte énormément, il faut dégager un fonds. Il faut dégager un fonds. Le président Senghor, on le critiquait, mais il dégageait les fonds. Tous les mois, les intellectuels africains se rendaient à Dakar. On a fait le festival des arts nègres, le premier festival. Tous les Noirs sont rendus pour célébrer la créativité africaine. On a fait le festival de Lagos. On devait faire celui de Kinshasa. C'était le 3e. On ne l'a jamais fait jusqu'ici. Il faut organiser à Kinshasa, en RDC, le 3e festival mondial des arts nègres et inviter un homme d'honneur comme le président Obama, l'inviter dans 2-3 ans, qu'il vienne, etc. C'est quand même l'Afrique doit l'honorer aussi. On n'a pas les réflexes. On n'a pas les réflexes, on ne saisit pas. Comment expliquer ça? Parce que vous venez de parler de la naissance, au moins pour les Noirs américains. Ils ont produit des grands musiciens, ils ont produit des grands cinéastes, ils ont produit des écrivains, ils ont produit beaucoup de gens sur le plan culturel. Mais quand on vient en Afrique, ça pose problème. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi les Noirs américains se sont adaptés, se sont battus, ils sont arrivés là où ils sont aujourd'hui, au bon président? Pourquoi les Africains sont dans l'état actuel? Comme il y a une explication. Il faut organiser. Ils étaient organisés à Harlem. Il faut organiser. Or, en Afrique, a dit par exemple, il y a beaucoup de musiciens, par exemple à Kinshasa, de grands musiciens, mais dit moi je suis votre leadership, je suis le leader. Chacun fait sa musique, mais il y a celui-là, c'est le leader. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'école en réalité. Tu vois? Chacun a son groupe, a son quartier, il fait. Les Européens ou les Noirs américains, tu fais ce que tu as fait dans ton quartier, mais on se retrouve parce que ça sert des intérêts supérieurs. Mais l'Afrique ne se retrouve pas, que ce soit en philosophie, hein, chacun a son association nationale, on ne se retrouve pas. L'histoire, c'est la même chose, la musique, c'est la même chose. Hein. On peut même créer une équipe de football panafricaine. On n'arrive pas à créer ça. Même pour nous-mêmes, on écrit une équipe panafricaine. On n'arrive même pas à faire. Il faut que la CAF ou toutes ces choses-là, hein, ils fassent des équipes nationales, etc. Bon, c'est bien, c'est d'accord, c'est la jeunesse africaine, mais pourquoi nous, on ne prendrait pas l'initiative de faire? On n'a pas l'initiative, on évite le leadership, et puis quand il ne s'est pas organisé, vous avez beau faire, vous n'arriverez pas. Les hommes vivent d'organisation. L'organisation, c'est le problème numéro 1. Il faut s'organiser, il faut se restructurer, reconnaître que ça, c'est le leader pour le moment, et travailler sur lui, et avoir les débats qu'il faut, avoir la critique qu'il faut. Critiquer n'est pas dénigrer quelqu'un. Critiquer, c'est donner un point de vue justifié, argumenté. On n'a pas toujours raison. On peut avoir tort, mais on argumente son point de vue. Ce n'est pas le dénigrement, ce n'est pas l'injure, etc. On cherche la vérité. Bon, les Noirs ne sont pas encore habitués à ça. Tu vois, tout le monde veut être chef au même moment. Tout le monde veut être leader au même moment. Tout le monde veut être number one au même moment. Ça ne marche pas. Les autres, quand Jean-Paul Sartre est là, à Paris, on reconnaît que c'est le premier intellectuel de France.
Mais pourtant, il y a d'autres grands intellectuels qui vivent là. Les Albert Camus sont là. Les André Gide encore de l'influence. Mais on parle de Jean-Paul Sartre comme l'intellectuel parisien, français, numéro 1. Tu vois? Même les Foucault reconnaissent que le maître, c'est Jean-Paul Sartre. Tu vois? Mais en Afrique, on ne peut pas faire comme ça. On n'a pas reconnu Cheikh Anta Diop, encore moins ce qui vient. On ne reconnaît pas que ça, c'est le meilleur joueur. Hein? Mputu est le meilleur joueur de Mazembe, c'est lui. Les autres le contestent. On ne peut pas reconnaître qu'un tel est le meilleur musicien. Il a joué Calais, tout ça. On conteste Calais, on conteste Franco, on conteste Taboulele, on conteste tout le monde. Mais enfin, il y a le leadership. Ce n'est pas un bon Dieu, mais on se soumet. C'est comme ça que les hommes sont. Même les animaux, ils sont organisés. Mais prof, mais qu'est-ce qui... Nous, on n'est pas organisés. Mais il faut quand même... Pourquoi on ne parvient pas à s'organiser? Il faut quand même qu'il y ait une explication. On peut comprendre aujourd'hui, l'Afrique compte beaucoup d'intellectuels, hein, de lettrés, les gens instruits. Ouais. L'Afrique, aujourd'hui, il y a de nouvelles technologies qui apparaissent sur le plan international, l'information circule. Pourquoi les Africains, dans le cadre de la Renaissance, ne parviennent pas à se mettre ensemble pour produire un discours propre à l'Afrique? Bon, c'est ça qu'il faut chercher. Il faut faire l'anthropologie ou étudier la psychologie profonde des Noirs. Avant, il y avait dans nos villages, il y avait l'autorité. Les Mouenais, les Kani, les Mfumu, les chefs, il y avait les Mbongi, les Kanza, tout ça, les gens se retrouvaient, discutaient, etc. À la chasse, il y avait le leader de la chasse. Hein, on ne va pas la chasse du buffle comme ça. Bon, il y avait la pêche, il y avait des leaders. Dans la danse même, le Québec ou d'autres danses, hein, il y avait quand même des leaders de danseurs. Bon, aujourd'hui, nous avons été détruits psychologiquement. Par exemple, quand même, c'est ça qu'on oublie, ce n'est pas une chanson, mais revenir à ça, quand tu détruis l'être humain, il ne croit plus en lui-même. Bon, si moi je ne crois pas en moi-même, déjà, je suis colonisé, mon imaginaire ne me glorifie pas moi-même, comment mon imaginaire va te trouver comme leadership? Mais le leader, ça sera un blanc qui a 23 ans, il a envoyé en mission ici, tout le monde va l'adorer, il aura le tapis rouge. Hein? Un type qui a été voleur chez lui en Europe, en prison, il vient chez vous, il est le conseiller numéro 1. Voilà l'Afrique. Donc ça, c'est l'aliénation mentale. Oui, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. On a été détruit complètement. Moi-même qui parle, je n'ai pas confiance en moi-même. Comment veux-tu que j'ai confiance en toi? J'ai confiance au colonisateur. C'est ça le portrait du colonisé. J'ai confiance en lui. Il a 23 ans. Il est même plus jeune, 10 fois plus jeune que moi. Il me dit, bon, j'obéis. Tu me dis la même chose. Tu dis, bon, faisons ça. Je compte et je dis que c'est faux. C'est ça. C'est cette aliénation. C'est cette aliénation. La confiance en soi. La confiance en moi-même, etc. Hein, tu vois, par exemple, les droits des femmes, par exemple. Mais les premiers à faire les droits des femmes, c'est les Africains. En RCA, une femme a été Premier ministre avant la France. Mais on croit que nous sommes les derniers à avoir fait l'égalité de la femme maintenant. Puisque quand on décrète au plan international, on dit la communauté internationale. Les gens qui parlent de la communauté internationale n'y croient pas. Ceux qui disent nous sommes la communauté internationale, eux-mêmes n'y croient pas. Hein? Ils défendent leurs intérêts. Mais nous ne sommes pas dans la... Quand on dit ce problème-là qui se passe par exemple au Proche-Orient, la communauté internationale, on pense au Malawi, on pense au Mozambique, on pense à rien du tout. Hein? On pense à l'Angleterre, à la France, à l'Allemagne et aux États-Unis. Voilà la communauté internationale. Et nous croyons à un truc comme ça. Communauté internationale. Les Chinois ne croient pas à la communauté internationale. Ça n'existe pas. Ce sont les intérêts. Hein? Est-ce qu'on demande l'avis du Malawi, l'avis du Botswana, hein, l'avis de la Guinée équatoriale lorsqu'il s'agit par exemple des problèmes qui concernent soi-disant la communauté internationale? Pas du tout. Nous sommes en marge. Ouais, c'est des problèmes très complexes. Il faut donc que les Africains aient confiance en eux-mêmes. Pour avoir cette confiance en eux-mêmes, c'est souvent l'histoire, la conscience historique africaine qu'il faut reconstruire. Il faut se croire qu'on n'est pas zéro, on vaut quelque chose, on a des difficultés, on fera petit à petit, mais on a confiance en soi-même, on construit sa maison. Hein, que personne d'autre, quel qu'il soit, personne d'autre, absolument personne d'autre, qui vit en dehors de l'Afrique,
Et personne d'autre ne doit se mêler de nos problèmes de façon fondamentale. Mais prof, en vous attendant de parler, c'est comme si vous dites, si on veut à ce que la naissance ait lieu, il faut déconstruire le monde dans lequel nous vivons, donc l'imaginaire, et reconstruire un nouvel imaginaire. C'est ça, oui. Et ça demande normalement des penseurs. C'est exact, c'est exact. Ouais. Il faut nos penseurs. Revenons à nos penseurs. La pensée moderne, etc., nous sommes éduqués en Occident. L'Occident. Bon, l'Occident enseigne la philosophie occidentale, essentiellement. La philosophie indienne, il n'enseigne pas. Hein? Il n'y a pas un certificat d'études de la philosophie indienne à Bruxelles, à Louvain ou à Paris, à la Sorbonne. On ne fait pas ça. La philosophie chinoise, il n'enseigne pas. La philosophie japonaise, il enseigne. Encore moins la philosophie africaine. Bon, moi, quand je suis formé dans ça, dans cette ignorance, je reviens en Afrique, mais je continue la philosophie occidentale sur le continent africain, par les Africains, pour les Africains. Mes étudiants sont africains. Moi-même, je suis professeur africain. C'est une université africaine. Qu'est-ce que j'enseigne? J'enseigne essentiellement, uniquement, exclusivement la philosophie occidentale. C'est bien l'ouverture au monde, on n'est pas contre, parce que c'est quand même l'héritage du monde. Mais ce n'est pas le seul héritage du monde. Pourquoi je n'enseignerai pas la philosophie chinoise, qui est aussi importante? Oui. Pourquoi je n'enseignerai pas sur la philosophie de l'Inde, ou du Japon, ou d'autres précolombiennes? Parce que les maîtres n'ont pas fait ça. Donc je m'en tiens aux frontières, aux limites fixées par les maîtres. C'est ça notre problème. Donc il faut être assez fort pour se reconstruire soi-même. Se reconstruire soi-même. C'est-à-dire s'informer, être capable d'apprendre d'autres choses qu'on n'a pas apprises à l'école et essayer d'inventer. Même si je ne connais pas la philosophie, je ne connais qu'une philosophie occidentale. Comment voulez-vous même connaître de la philosophie africaine? On s'en tient à ce que oui, ce que Hegel a dit, que vous êtes en marge de l'humour, les Africains y croient. Ce que Lévi-Brul a dit, vous avez la pensée primitive, magique, surnaturelle. On y croit, on a l'animisme. Et ce que Tampelsa a dit, hein, que c'est la force, etc., des choses comme ça. Là. On y croit à ça parce qu'on est incapable nous-mêmes de penser. C'est ça la faiblesse. Ici, le cas de Louis, je pense, XIV, donc il a donner des moyens aux intellectuels qui ont produit la pensée. Ouais. Et aujourd'hui, ça s'est imposé, les Diderot et les autres, tout ça. Mais comment expliquer qu'aujourd'hui, ceux qui sont en Afrique sont nos chefs d'État, ils sont indépendants, sont indépendants. Pourquoi les chefs d'État africains n'accordent pas beaucoup d'importance aux élites intellectuelles pour que ces gens-là, donc donner des moyens, produisent une pensée qui peut facilement révolutionner, donc faire renaître l'Afrique. Parce que quand on regarde la plupart des universités africaines, elles ne sont même pas viables. On va bâtir comment dirais-je, une nouvelle Afrique ou bien une Afrique qui va renaître quand on est en face des dirigeants qui ne veulent pas que l'Afrique en tout cas, oui, en tout cas, le classisme, ce qu'on appelle la période classique française, dans la littérature, hein, qui a donné des grands auteurs, de très grands auteurs, qui honorent la France et l'humanité, hein, comme les Molières, comme les Corneille, les Racine, La Fontaine, la Bruyère, etc. Hein, tous ces gens-là n'ont pas travaillé. Ce n'étaient pas des fonctionnaires ou des cadres ou les professeurs d'université, ils n'ont pas travaillé. Le roi a dit que restez là, on vous donne des bourses, hein, pour manger, pour vivre, pour vos besoins. Et votre boulot, c'est de travailler intellectuellement. Voilà. Mais c'est ça la décision. Hein. Donc, il faut que les États africains, par exemple, dégagent des bourses, hein, et choisissent, je ne sais pas comment, par concours, comment, et donnent l'argent. Vous verrez que dans 5-10 ans, l'Afrique va muter. L'Afrique va muter parce qu'aujourd'hui, la vie est difficile, on n'arrive pas à vivre, il n'y a pas l'accès à la communication, on n'arrive pas. Mais cette décision-là, l'Union africaine peut le faire. On dit l'Union africaine peut créer un prix Wole Soyinka, un prix Senghor, un prix Mandela. Et on donne 500 millions de dollars à un prix, un grand prix comme ça, là. Hein, et puis on est exigeant. Mais le prix Nobel, c'est ça.
Hein. Il y a beaucoup de cardiologues africains, il y a beaucoup de chirurgiens africains, il y a beaucoup d'ingénieurs africains, il y a beaucoup de pharmaciens africains, des intellectuels africains de haut niveau, il y en a. Mais on ne leur donne aucun prix. Donc, aucun prix. en Ils ne sont de pas parler. valorisés par les Africains. Il y a des grands musiciens. Mais prof, Au avant de peintre. parler, c'est comme si vous dites il faut commencer par la politique. Si la politique, les hommes politiques sont plus consensueux, il y a possibilité que la naissance ait lieu. Donc si la politique ne fonctionne pas, ou bien si les hommes politiques n'ont pas de vision sur l'Afrique, donc il ne faut pas espérer avoir une naissance. Mais c'est un bon commentaire, c'est tout à fait exact. Oui. Ce que Nkrumah disait en d'autres termes. Nkrumah nous disait à l'Afrique, ayez d'abord le royaume politique. Ayez d'abord le royaume politique. C'est-à-dire que le pouvoir, le reste suivra. L'économie va suivre, le reste va suivre. Mais si le pouvoir africain n'est pas pour l'Afrique, il n'y aura jamais d'Afrique, jamais de renaissance. Si le pouvoir africain est pour l'Afrique, ça va démarrer. C'est ça le problème. Or, on fait tout pour tuer. Donc si voilà quelqu'un qui est là, on sent qu'il va faire pour l'Afrique, on fait un complot, on le tue. C'est comme ça qu'on a tué Cabral, c'est comme ça qu'on a tué Sankara, c'est comme ça qu'on a tué Lumumba, c'est comme ça qu'on a tué Mandela aussi, en le mettant plus de 20 ans en prison. C'est comme ça qu'on a tué les Kimbangu, en le mettant en prison, le tuant. Et c'est comme ça qu'on a tué Boganda, parce qu'il voulait l'Afrique centrale, dont on parle aujourd'hui, etc. Pour qu'il appelait son peu l'Afrique, la centrafricaine. C'était ça déjà, la République centrafricaine. Donc on tue Jomo Kenyatta, on l'a mis en prison. On a mis en prison, on a tué Kaunda, il était en prison. Voilà, c'est pas pour rien. Voilà le pouvoir qui peut émanciper l'Afrique. Et ce pouvoir a été systématiquement tué ou mis en prison. Kwame Nkrumah était en prison, Kenneth Kaunda était en prison, Jomo Kenyatta était en prison, et tant d'autres. Donc on peut dire que Parce qu'ils savent que si on donne les vrais Africains dans les rênes du pouvoir, et pour l'Afrique aux Africains, l'Afrique va démarrer. Donc, prof, on peut dire qu'aujourd'hui, si l'Afrique est malade, c'est à cause de l'extérieur, en particulier à cause de l'Occident. Et si demain l'Occident a décliné, donc l'Afrique peut émerger. Donc tant que l'Occident est là où il est, donc il ne faut pas espérer. Non, ça dit que chacun défend ses intérêts. Ouais. L'Occident défend les intérêts occidentaux. On a beau faire. Et c'est normal. Les Chinois, même quand ils viennent chez nous, ils défendent les intérêts chinois. C'est normal. Mais les Africains, apparemment, ils ne défendent pas les intérêts africains. C'est ça le problème. On ne va pas tuer l'Occident. Mais on négocie, on travaille, on est autonome, on fait des compromis, etc., etc. Mais regarde, il y a les problèmes du Tibet avec la Chine. Oh, le Tibet, les droits de l'homme, les droits de ceci, etc. Les Chinois font leur jeu, l'Olympique. Les gens disent on veut pas, les États-Unis, Bush dit on ne va pas aller là-bas. La France ne va pas aller là-bas, ils ne respectent pas les droits de l'homme. Bon, les Chinois disent ceux qui ne viennent pas à nos jeux, nous coupons les relations commerciales avec eux. On ne fait plus le commerce avec eux. C'est terminé. Chacun défend ses intérêts. Nous, on défend nos intérêts, vous défendez. Mais ils sont tous partis. Tous les chefs d'État sont partis, ils sont tous partis. C'est ça la force. Mais chez nous, on peut prendre une décision. Comme ça, dit que voilà pour l'Afrique, on fait ça pour l'Afrique. On fait ça pour l'Afrique, on peut le faire pour l'Afrique. Je meurs pour l'Afrique. C'est ça. Et c'est dangereux parce que si tu le fais, tu menaces les intérêts des autres, ils sont plus forts, ils vont te liquider. Bon, d'où nous, on est habitués à faire des compromis, etc. Mais ils le savent parfaitement. Il ne faut pas croire que les Occidentaux, c'est des gens extrêmement intelligents, extrêmement fins. Ils ont le renseignement secret, ils ont le renseignement, ils ont la science, ils ont la technologie, ils contrôlent l'espace. Ils savent pertinemment ce qu'ils font, qu'ils veulent bloquer le continent africain, ils veulent bloquer les Africains, ils ne veulent pas que l'Afrique se développe parce que ça peut avoir des répercussions néfastes pour leur économie. Ils le savent bien, ce n'est pas des trucs. Alors, comment il faut faire? Tantôt, ils naviguent, ils vous font des salamalek, ils vous annulent les dettes, ils vous accordent des petits crédits, ils vont faire ils mangent la faim, on met l'huile sur la bouche, des choses comme ça, et ça traîne, ça traîne, ça traîne. Bon, le temps qu'il soit plus fort, on prend tout l'uranium est pris, on fait le nucléaire européen. Avec cet uranium qu'on prend chez vous, en Afrique, parce qu'ils n'ont pas d'uranium,
Mais une fois que l'uranium est fini, vous allez faire votre nucléaire. Donc là, vous donnez raison à ceux qui pensent que les élites africaines ne sont pas à la hauteur des enjeux mondiaux. C'est comme ça que nous subissons. Oui, pour le moment, parce que, tu sais, moi, je préfère faire plaisir à un occidental que faire plaisir à un Africain. C'est ça notre comportement. Et un Africain écoute plus un occidental qu'un Africain. Voilà la situation ambiguë dans laquelle nous sommes. Tu vois? Moi, si tu me dis, j'ai dit, oh, c'est Freddy, c'est mon ami, il ne connaît pas, etc. Mais si un petit Européen de 17 ans me dit, moi je le prends pour un dieu. C'est ça, notre conscience était complètement pervertie. Bon, mais si je donne un conseil, on dit oui, c'est le professeur Obenga, c'est son habitude. Mais même un garçon de 28 ans vient, de 30 ans, donne les mêmes conseils, moins bien, on va le prendre pour un tapis rouge. Il aura le tapis rouge. Ah, donc la première chose à faire, c'est désaliéner. Il faut désaliéner, oui, il faut désaliéner. Il faut désaliéner toute l'Afrique. Pas que les leaders politiques, les intellectuels, les trucs. Le peuple n'a pas tellement de problèmes. Hein. C'est ceux qui ont un certain pouvoir, pouvoir intellectuel, pouvoir culturel, pouvoir scientifique, pouvoir politique, pouvoir économique, pouvoir industriel, pouvoir commercial, pouvoir communicationnel. Ceux qui ont ce pouvoir-là, ils sont tout le temps avec des scénarios. Si on fait un projet, s'il n'y a pas l'Occident dedans, on ne finance pas le projet. Alors on sait bien que ça ne marchera pas. C'est ça notre projet. C'est très compliqué. C'est une étape. Hein, c'est une étape. Les peuples sont toujours victorieux, toujours. Pour le moment, on est dans cette étape-là. Hein, qui aurait cru que nous aurions le pouvoir en Afrique du Sud? C'était l'apartheid. Il y a des restaurants pour les chiens et les blancs. Ces restaurants étaient interdits aux Noirs. Il y avait des piscines pour les chiens et les blancs. C'était interdit aux Noirs. Les Noirs avaient le pass pour aller dans leur propre pays. Ce qu'on appelle l'apartheid, la séparation. Bon, aujourd'hui, ce régime est fini. Les Noirs commandent. Hein, ils sont plus nombreux, ils dirigent. Bon, on n'a pas espéré ça. Mais les Afrikaners ont toujours leur parti nationaliste là-bas. Ils sont toujours contre l'apartheid. Entre-temps, bon, on prend le pouvoir. Il faut détruire les ghettos de Soweto. Il faut détruire les Chaperville. Il faut construire d'autres cités, amener l'eau, l'électricité, amener l'école, la santé et donner le peuple qui s'est battu, leur donner un certain bien-être. C'est ça qu'il faut faire. Mais nous, aujourd'hui, nous parlons en français pour parler de l'Afrique. Vous pensez qu'avec cette Afrique francophone, Afrique anglophone, est-ce qu'avec les langues étrangères, est-ce qu'on peut faire une renaissance africaine? Mais la même chose. L'Europe, il y a l'Europe anglophone, c'est l'Angleterre. Il y a l'Europe francophone, c'est la France. Il y a l'Europe germanophone, lusophone même. Bon, est-ce qu'ils mettent l'accent sur ça? Hein? L'Europe, là, l'Europe est francophone, la France. Hein? L'Europe, la même Europe est lusophone, la même Europe est hispanophone, est francophone, lusophone, germanophone, et même grécophone. Ils sont là, italophones. Ils ont les mêmes divisions. Est-ce qu'un jour tu as entendu l'Union européenne parler de l'Europe francophone ou de l'Europe anglophone ou wallonne ou flamande? Ils ne parlent pas de ces choses-là. Ces choses-là, on met encore dans nos têtes. Hein? Au lieu de te parler du Nigeria, qui est un pays africain, qui est ton pays, on parle déjà de anglophone. Comme ça, on te sépare. Au lieu de parler d'un pays comme la Guinée équatoriale, qui est ton pays qui est africain, on parle des pays hispanophones. On te sépare. Tu vois, des choses comme ça là. Pourquoi on ne parle pas des pays anglo? Ils sont même plus nombreux que nous. Nous sommes qu'anglophones, hispanophones, lusophones, et même pas swallophones, etc. Arabophones, on n'est pas beaucoup. Ils sont nombreux là-bas, linguistiquement parlant. Pourquoi on ne parle jamais de l'Europe, en Europe, la partie francophone de l'Europe, la Suisse aussi, pour qu'ils ne parlent pas de ça? Oui, je pense que prof, aussi vous avez parlé beaucoup plus de la communication. Parce que quand on parle des idées, il faut savoir les communiquer. Mais quand on regarde aujourd'hui, l'Afrique a raté ce qu'on peut appeler la troisième révolution des nouvelles technologies de communication. Est-ce qu'on peut encore espérer pour ça? Non, on n'a pas raté. Oui. Il y a toute la jeunesse africaine est dans l'Internet maintenant. Mais parce que bon, ils font parfois pour s'amuser.
Mais il y a quand même des ingénieurs qui se font, il y a des écoles des ingénieurs. Je sais qu'au Nigeria, en Éthiopie, il y a des cadres qui vont faire leurs propres satellites, etc., etc. Non, ça marche. Ça marche. Parce que ce n'est pas le même rythme. Hein, parfois, les intellectuels, ça avance certaines choses. Hein, la littérature, on a eu des prix Nobel, etc. Bon, parfois, tel domaine est plus lent. Bon, tantôt, tel domaine en avance. Mais de toute façon, on avance parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les peuples ne peuvent pas être... on ne serait pas là parce qu'on a subi quand même 10 siècles. C'est long, 10 siècles. Là, on était enchaînés, corps de cou, mis sous la cale, dans les bateaux, sans nourriture, sans rien, sans soleil, jusqu'au Nouveau Monde. Oui, Tu vois? Et on a survécu à ça ici sur le continent. On est dépeuplé et on a subi ça aussi en Amérique là-bas. Mais ici, on repeuple l'Afrique. L'Afrique a plus d'1 milliard maintenant. La démographie pousse. On renaît encore, même démographiquement. Parce que les meilleurs étaient partis. Nous, on renaît encore démographiquement. Il y a la renaissance, on est nombreux. Mais ce nombre-là, ils seront nombreux. Il faut les nourrir, il faut les scolariser, il faut les donner beaucoup de travail. La pression démographique fera qu'on ne pourra pas se contenter des discours vides. On fera quelque chose. Parce qu'il y aura la pression démographique. Vous arrivez à la fin de notre entretien, professeur. Peut-être dans quelques mots, pour que ceux qui nous suivent retiennent de la Renaissance. Au moins un petit résumé pour qu'ils comprennent à quoi ça sert. Est-ce qu'on peut arriver un jour à renaître? Bon, la Renaissance est un projet politique, ce n'est pas autre chose. C'est politique essentiellement. Nous, on tient ça de Marcus Garvey, de Dubois, de Kwame Nkrumah, de Jomo Kenyatta, de Nyerere, de Kaunda. Tu vois, c'est politique. En quoi ça consiste? Puisqu'on a souffert, pas la peine de décrire la souffrance, ensemble. Bon, essayons de nous retrouver ensemble pour éviter les souffrances éventuelles dans le futur et pour construire notre destin, prendre notre destin en main. Destin politique, destin économique, destin culturel sur notre sol laissé par les ancêtres. Nous ne sommes pas des envahisseurs sur le continent africain. Chacun de nous a sa terre. Les Européens ont l'Europe, les Asiatiques ont l'Asie. Nous avons l'Afrique, léguée par les ancêtres, léguée par le bon Dieu, si vous voulez, avec toutes les richesses. Bon, notre destin humain, on ne sait pas d'où nous venons, où nous allons. Pour le moment, il faut quand même notre bien-être ici, là. Qu'on mange, qu'on ait le bien-être, qu'on se cultive, qu'on se soigne, qu'on vive heureux, etc. C'est ça la Renaissance. On n'est pas là pour subir encore l'oppression, subir l'esclavage, subir le mépris des autres peuples. Ça, on ne veut pas. On ne veut pas non plus. On n'a jamais colonisé quelqu'un. On n'a jamais fait la guerre à quelqu'un. Les Africains n'ont jamais fait. Même depuis l'Égypte, on n'a jamais fait la guerre à quelqu'un. Même dans nos civilisations, il n'y a pas de prison d'État. Il n'y en a pas. On a toujours été respecté. Donc, voilà la Renaissance. C'est un projet politique pour l'Afrique, pour le bonheur de l'Africain, par les Africains. Les Africains doivent le comprendre. Ce faisant, ce n'est pas le rejet des autres partis. C'est plutôt prise de conscience pour soi, pour défendre ses intérêts dans la planète, sur cette terre. Donc, il n'y a pas meilleur projet que ça. En dehors de ça, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Donc, c'est le meilleur projet qui doit mobiliser toutes les intelligences africaines. Intelligence politique, intelligence économique, intelligence industrielle, intelligence artistique. Toutes les intelligences doivent être mobilisées pour réussir ça. Si nous réussissons, c'est notre apport à l'humanité, puisqu'on fera de toute façon la paix universelle. On aura un gouvernement cosmopolite du monde entier. Mais nous porterons notre part. Ok, professeur, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre entretien. J'espère que ceux qui nous suivent vont comprendre et tirer des leçons et beaucoup mettre ça en pratique parce qu'on fait des discours, mais la pratique est ailleurs. Vous êtes un penseur, vous n'êtes pas un homme d'action, vous avez pensé. Nous espérons que nos hommes politiques qui nous suivent vont quand même prendre certaines de vos idées et les mettre en pratique. En tout cas, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de notre entretien. Nous espérons que vous avez bien compris le message du professeur Théophile Obenga, qui est un grand Africain, un grand panafricaniste, qui vit à Brazzaville, mais
qui est au village du Congo-Kinshasa pour voir ses propres frères africains. Une fois de plus, merci et bonsoir. Thank you.